Geralt jeta un dernier coup d'œil par une fenêtre du manoir. La nuit tombait vite. De l'autre côté du lac, on voyait scintiller les petites lumières de Vizima. Les alentours du manoir étaient déserts. Depuis 6 ans, une bande de terre en friche séparait la ville de cet endroit dangereux où il ne restait que quelques ruines. Des solives vermoulues et les restes d'une palissade pleine de brèches qu'on avait de toute évidence jugé peu rentable de démonter pour la remonter ailleurs. Le roi lui-même avait transféré sa résidence très loin de là, presque à l'autre bout de la cité. Son nouveau château formait une masse sombre qui se découpait au loin sur le ciel en train de prendre sa couleur bleu nuit. Le sorceleur, qui se trouvait dans l'une des salles vides pillées, retourna à la table poussiéreuse sur laquelle il faisait ses préparatifs, sans se presser, calmement et avec grand soin. Du temps, comme il le savait, il en avait à revendre. La Strige ne quitterait pas la crypte avant minuit. Devant lui, sur la table, était posé un petit coffret garni de ferrures. Il l'ouvrit. On pouvait voir à l'intérieur, serrés dans des compartiments tapissés d'herbes sèches, de petits flacons de verre sombre. Le sorceleur en sortit 3. Il ramassa par terre un paquet allongé, enveloppé de peaux de brebis, maintenu par une courroie. Il les déroula, en sortit un fourreau noir et brillant couvert de rangées de symboles et de signes runiques dont dépassait la poignée décorative d'un glaive. Il dénuda la lame qui chatoya d'un éclat pur. Elle était en argent massif. Geralt murmura une formule, but successivement le contenu de 2 des flacons, posant la main gauche sur le pommeau de son glaive après chaque gorgée. Et puis, il s'enveloppa soigneusement dans son manteau noir et s'assit par terre. Il n'y avait aucun siège, ni là, ni ailleurs dans tout le manoir. Il resta assis sans bouger, les yeux fermés. Son souffle d'abord égal s'accéléra soudainement. Il devint rauque, saccadé, avant de s'arrêter complètement. La mixture que le sorceleur avait avalée lui permit de contrôler totalement le travail de tous les organes de son corps. Elle était essentiellement composée d'élébore, de stramoine, d'aubépine et de forbe. Les autres ingrédients ne possédaient de nom dans aucune langue humaine. Pour quelqu'un qui n'y était pas habitué comme l'était Geralt depuis son enfance, cet élixir aurait été un poison mortel. Le sorceleur tourna brusquement sa tête. Son ouïe, d'une acuité à présent supérieure à la normale, n'eut pas de mal à saisir dans le silence un léger bruit de pas dans la cour d'honneur envahie d'orties. Ce ne pouvait pas être la Strige. Il faisait encore trop jour. Geralt jeta son glaive sur son dos, cacha son baluchon dans l'âtre de la cheminée en ruine et, aussi silencieusement qu'une chauve-souris, monta l'escalier en courant. Dans la cour, il faisait encore suffisamment jour pour que l'homme qui arrivait pût distinguer le visage du sorceleur. L'homme, c'était Ostri, recula brusquement. Une grimace spontanée de terreur et de dégoût lui sortit de la bouche. Le sorceleur eut un rictus. Il savait quel air il avait. Le mélange de mandragore, d'aconite et de fraise donne au visage la couleur de la craie, et les pupilles occupent tout l'iris. Cependant, il permet de voir dans les ténèbres les plus épaisses, et c'était le but poursuivi par Geralt. Ostri se ressaisit vite. « Tu as déjà l'air d'un cadavre, sorcier » lui dit-il. « Sans doute à cause de la peur. Ne crains rien, je t'apporte ta grâce. » Le sorceleur ne répondit pas. « Tu n'entends pas ce que je te dis, espèce de guérisseur de Rivie? Tu es sauvé, et riche !» Ostri soupesa dans sa main une assez grosse bourse qu'il jeta aux pieds de Geralt. « 1000 orins. Prends-les, enfourche ton cheval et fiche le camp d'ici. » Le Rivie ne disait toujours rien. « Ne me regarde pas en écarquillant les yeux comme ça !» s'écria Ostri en haussant la voix. « Et ne me fais pas perdre mon temps. Je n'ai pas l'intention de moisir ici jusqu'à minuit. Tu ne comprends pas? Je ne désire pas que tu te désenvoûtes la princesse. Non, ne te dis pas que tu as deviné. Je ne suis pas du côté de Vélérade et de Ségelin. Je ne veux pas que tu la tues. Tu dois tout simplement ficher le camp.
Les choses doivent demeurer telles qu'elles sont. Le sorceleur ne bougea pas. Il ne voulait pas que le dignitaire se rendît compte à quel point ses gestes et ses réactions étaient maintenant accélérés. La nuit tombait vite. La situation était favorable dans la mesure où la pénombre du crépuscule était encore trop vive pour ses pupilles dilatées. « Et pourquoi, Seigneur, les choses doivent-elles demeurer telles qu'elles sont ?» demanda-t-il en tâchant de prononcer chaque mot lentement. « Ça !» dit Austri en relevant fièrement la tête. « C'est une chose diablement personnelle qui ne te regarde pas. » Et si jamais je le savais? Tiens. Il sera plus facile d'écarter Foltest du trône si la Strige tourmente les gens encore plus. Si les dignitaires et le peuple n'en peuvent plus du tout de la folie du roi, n'est-ce pas? Je suis venu chez vous en passant par la Redanie, par Novigrad. On y raconte beaucoup de choses sur le fait que certains à Vizima voient le roi Vizimir comme un sauveur et un véritable monarque. Mais moi, Seigneur Austri, je ne m'intéresse ni à la politique, ni à la succession au trône, ni aux révolutions de palais. Je suis ici pour accomplir mon travail. Vous n'avez jamais entendu parler du sens du devoir et de la simple honnêteté, de l'honnêteté professionnelle? Prends garde! N'oublie pas à qui tu parles, vagabond! S'écria Austri, furieux, en posant la main sur la poignée de son glaive. J'en ai assez! Je n'ai pas l'habitude de discuter avec le premier venu! Regardez-moi ça! Tout de suite! L'honnêteté! Les codes! La morale! Et qui est-ce qui dit ça? Hein? Un brigand qui à peine arrivé assassine des hommes! Qui se prosterne devant Foltest et derrière son dos marchande avec Vélérade comme un tueur à gages! Et tu oses me prendre de haut, valet! Tu oses feindre d'être un lettré, un mage, un sorcier? Espèce de sorceleur galeux! Fous le camp avant que je te transperce la gueule du plat de mon épée! Le sorceleur n'eut même pas un frémissement. C'est vous qui allez partir d'ici, Seigneur Austri, dit-il. La nuit s'épaissit. Austri recula d'un pas et dégaina comme l'éclair. C'est toi qui l'auras voulu, sorcier! Je vais te tuer! Tes machinations ne te serviront plus à rien! J'ai une pierre de tortue! Geralt sourit. La réputation du pouvoir de la pierre de tortue était aussi répandue qu'usurpée. Mais le sorceleur ne songeait pas à perdre ses forces en formules magiques, et encore moins à croiser son fer en argent avec celui d'Austri. Il esquiva les moulinets de l'épée du dignitaire, et d'un coup de poignet de sa manchette ornée de clous d'argent, frappa celui-ci à la tempe. Austri reprit rapidement connaissance. Il promena son regard dans l'obscurité épaisse. Il s'aperçut qu'il était attaché. Il ne voyait pas Geralt, debout à côté de lui. Mais il comprit où il était, et poussa des hurlements prolongés, terrifiants. « Tais-toi, lui dit le sorceleur. Sinon, tu vas l'attirer avant l'heure. » Maudit meurtrier! Où es-tu? Détache-moi immédiatement, bandit! Pour ce forfait, tu seras pendu, fils de chienne! Tais-toi, Austri haleté. Tu vas la laisser me dévorer alors que je suis attaché? Demanda-t-il d'une voix plus calme, avant de prononcer une injure grossière, presque dans un murmure. Non, dit le sorceleur. Je vais te libérer, mais pas maintenant. Canaille! Siffla Austri. Pour détourner la Strige? Oui. Austri se tut. Il cessa de se débattre. Sorceleur,
Oui. C'est vrai que je voulais renverser Foltest. Je ne suis pas le seul, mais je suis le seul à avoir souhaité sa mort. Je voulais qu'il meure en souffrant d'atroces tortures, qu'il devienne fou, qu'il pourrisse vif. Tu sais pourquoi? Geralt ne répondit pas. J'aimais Ada, la sœur du roi, la maîtresse du roi, la putain du roi. Je l'aimais. Sorceleur, tu es là? Oui. Je sais ce que tu penses, mais ce n'est pas ça. Crois-moi, je n'ai jeté aucun sort. Je ne m'y connais pas en sortilège. Juste une fois, en colère, j'ai dit... Juste une fois... Sorceleur, tu m'écoutes? Oui. C'est sa mère, la reine. Ça ne peut être qu'elle. Elle ne supportait pas de les voir, Ada et lui. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai essayé juste une fois de persuader Ada. Tu sais, mais Ada... Sorceleur, j'ai perdu la tête. Je lui ai dit... Sorceleur, ce serait moi. C'est moi. Ça n'a plus d'importance. Sorceleur, minuit approche. Oui. Laisse-moi partir plus tôt. Donne-moi plus de temps. Non. Austri n'entendit pas le grincement du couvercle du sarcophage, mais le sorceleur l'entendit, lui. Il se pencha et trancha de son poignard les liens du dignitaire. Austri ne demanda pas son reste. Il se leva d'un bond, boitilla d'une façon disgracieuse, les jambes engourdies, puis se mit à courir. Son regard s'était suffisamment accoutumé à l'obscurité pour voir le chemin qui menait de la salle principale vers la sortie. La dalle qui bloquait l'entrée de la crypte se souleva et retomba avec fracas. Geralt, qui s'était caché par mesure de précaution derrière la balustrade de l'escalier, aperçut la silhouette difforme de la Strige qui filait en souplesse, avec rapidité et assurance, dans le sillage du bruit des pas d'Austri. La Strige n'avait émis aucun son. Un cri tremblant, monstrueux, infernal, déchira la nuit, secoua les vieux remparts et dura, crescendo et décrescendo, vibrant. Le sorceleur était incapable d'évaluer exactement la distance. Son ouïe exacerbée le trompait, mais il savait que la Strige avait eu tôt fait d'attaquer Austri. Trop tôt. Il sortit de son abri pour aller se poster tout près de l'entrée de la crypte. Il se débarrassa de son manteau, fit un mouvement des épaules pour rectifier la position de son glaive, enfila ses gants. Il disposait encore d'un petit moment. Il savait que même repu depuis la dernière pleine lune, la Strige n'abandonnerait pas si vite le cadavre d'Austri. Le cœur et le foie constituaient de précieuses provisions pour sa longue léthargie. Le sorceleur attendait. Selon ses calculs, 3 heures environ le séparaient des premières lueurs de l'aube. Seul le chant du coq pourrait l'induire en erreur. D'ailleurs, il n'y avait probablement plus de coq dans les environs. D'abord, il l'entendit. Elle avançait lentement, entraînant les pieds par terre, et puis il la vit. La description qu'on lui en avait faite était exacte. Sa grosse tête disproportionnée, plantée sur un cou très court, était entourée d'une auréole de cheveux rougeâtres crépus et ronds. Ses yeux brillaient dans le noir comme deux braises. La Strige se tenait immobile, les yeux fixés sur Geralt. Soudain, elle ouvrit la gueule, comme pour faire étalage de ses énormes dents blanches et pointues. À la suite de quoi, elle claqua la mâchoire d'un coup sec, évoquant la fermeture d'un coffre. Elle bondit aussitôt, sur place, sans élan, ses griffes ensanglantées tendues vers le sorceleur.
Geralt fit un bond en arrière et une brusque volte-face, la Strige le frôla. Fit elle aussi volte-face en lacérant l'air de ses griffes. Elle ne perdit pas l'équilibre et repartit immédiatement à l'attaque, en faisant demi-tour. Ses dents claquèrent jusque devant la poitrine de Geralt. Le Rive fit un bond dans l'autre sens, opéra 3 tours sur lui-même en vrombissant pour désorienter la Strige. En faisant un bond en arrière, il lui asséna sur le côté de la tête un coup sans élan mais puissant, avec les pointes en argent fichées dans son gant au niveau des jointures. La Strige poussa un rugissement de rage qui remplit le manoir d'un écho retentissant, tomba sur le sol, s'immobilisa et se mit à hurler. Des hurlements sourds, inquiétants, furieux. Le sorceleur eut un sourire mauvais. Comme il l'escomptait, sa première tentative se voyait couronnée de succès. L'argent était mortel pour la Strige, comme pour la plupart des monstres engendrés par des chats. Il y avait donc une chance pour que cette bête hideuse fût comme les autres, ce qui pouvait garantir la réussite du désenvoûtement. Quant à son glaive en argent, son ultime recours, il pourrait garantir sa survie à lui. La Strige n'était pas pressée de repartir à l'attaque. Cette fois, elle s'approchait lentement, en montrant les crocs, bavant d'une façon répugnante. Geralt recula, décrivit un demi-cercle en avançant prudemment les pieds, tantôt ralentissant, tantôt accélérant ses mouvements. Il déconcentrait la Strige, l'empêchait de se mobiliser pour sauter. Tout en marchant, le sorceleur déroulait une longue chaîne, fine et solide, alourdie au bout. La chaîne était en argent. Au moment où la Strige s'élança pour sauter, la chaîne siffla dans l'air et s'enroula en un clin d'œil autour des épaules, du cou et de la tête du monstre, comme un serpent. La Strige s'effondra en plein saut, en émettant un cri aigu qui déchirait les tympans. Elle se débattait sur le sol, en poussant d'horribles rugissements, sans qu'on sût si c'était de la colère ou à cause de la douleur cuisante que lui infligeait le métal haïssable. Geralt était content. S'il l'avait voulu, tuer la Strige ne lui aurait alors posé aucun problème insurmontable. Mais le sorceleur ne dégainait pas son glaive. Jusqu'à présent, le comportement de la Strige ne lui donnait aucune raison de croire que son cas pouvait être irrécupérable. Il recula à distance, respectueuse, et, sans quitter des yeux la forme qui se tortillait sur le sol, prenait de profondes inspirations. Il se concentrait. La chaîne lâcha. Les médaillons en argent se répandirent en pluie de tous les côtés en tintant sur la pierre. Aveuglé par la rage, la Strige se rua à l'attaque en hurlant. Geralt attendait calmement. Il leva la main droite et dessina devant lui le signe d'arbre. La Strige fut projetée à plusieurs pas en arrière, comme frappée par un marteau. Mais elle se maintint sur ses jambes, sortit ses griffes, dénuda ses crocs. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête et se mirent à flotter, comme si elle était prise dans une bourrasque. Avec difficulté, en râlant, elle avançait, pas à pas, lentement, mais elle avançait. Geralt s'inquiéta. Il ne s'attendait pas à ce que le signe si simple paralysât complètement la Strige, mais il ne s'attendait pas non plus à ce que la bête vainquît si facilement la résistance. Il ne pouvait tenir le signe trop longtemps. C'était trop épuisant, et la Strige n'avait plus qu'à peine une dizaine de pas à parcourir. Il ôta subitement le signe et fit un bond de côté. Comme il s'y attendait, la Strige, surprise, vola en avant, perdit l'équilibre, bascula, glissa sur le sol et roula dans l'escalier, dans l'ouverture béante de l'entrée de la crypte. En bas, retentirent ses hurlements barbares. Pour gagner du temps, Geralt sauta dans l'escalier qui menait à une petite galerie. Il n'avait pas monté une demi-marche que la Strige surgissait de la crypte en se déplaçant à toute allure, comme une énorme araignée noire. Le sorceleur attendit de la voir se lancer à sa poursuite dans l'escalier pour franchir la balustrade et sauter en bas. La Strige tournoya dans l'escalier, rebondit et fonça sur lui dans un incroyable bond de plus de 10 mètres.
Elle ne se laissait plus si facilement piéger par ses pirouettes. À 2 reprises, ses griffes égratignèrent le pourpoint au cuir du riz. Mais un nouveau coup de pointe d'argent de son dent repoussa la strige avec la violence du désespoir et la fit vaciller. Geralt, sentant la fureur monter en lui, balança d'avant en arrière, s'arc-bouta et d'un énergique coup de pied dans le flanc terrassa la strige. Le rugissement qu'elle émit surpassa en puissance tous ses cris précédents. Le crépi du plafond en tomba. La strige se releva, tremblante d'une colère incontrôlée et d'une pulsion meurtrière. Geralt attendait. Il avait dégainé son glaive et de la pointe décrivait des cercles dans l'air. Il avançait, contournait la strige en veillant à ce que les mouvements de son épée fussent décalés par rapport au rythme de ses pas. La strige ne sautait pas, elle se rapprochait lentement, suivant des yeux l'arrêt clair de la lame. Geralt s'arrêta brusquement et se figea, le glaive en l'air. La strige, déconcertée, s'immobilisa également. Le sorceleur décrivit de la pointe un lent arc de cercle, fit un pas du côté de la strige, puis un autre, puis il sauta, en faisant tournoyer son glaive au-dessus de sa tête. La strige se recroquevilla, battit en retraite en zigzagant. Geralt était de nouveau tout proche, son fer miroitait dans sa main. Les yeux du sorceleur s'illuminèrent d'un éclat inquiétant. Derrière ses dents serrées se précipitaient des rugissements rauques. La strige recula de nouveau, poussée en arrière par la force de la haine, de la colère et de la violence concentrée qui émanait de l'homme en train de l'attaquer et qui l'assaillait par vagues en s'infiltrant dans son cerveau et ses entrailles. Effrayée, au point d'en avoir marre par un sentiment encore inconnu d'elle, elle laissa échapper un piaulement de contrariété, fit un tour sur elle-même et s'élança dans une fuite folle dans l'obscur labyrinthe des couloirs du manoir. Geralt, frissonnant, se tenait au milieu de la salle, seul. Il fallait du temps, pensa-t-il, avant que cette danse au bord du gouffre, ce ballet endiablé, macabre, du combat abouti au résultat espéré, lui permit de fusionner psychiquement avec son adversaire, d'être en harmonie avec les couches de volonté concentrée qui débordaient de la strige, de la volonté mauvaise, maladive, qui était à l'origine de la strige. Le sorceleur trembla au souvenir du moment où il avait absorbé cette charge de mal pour la diriger sur le monstre, comme un miroir. Il n'avait encore jamais rencontré une telle concentration de haine et de folie meurtrière. Même pas chez les basiliques, qui jouissaient pourtant dans ce domaine d'une sacrée réputation. Tant mieux, se disait-il, en se dirigeant vers l'entrée de la crypte, qui faisait comme une énorme flaque noire sur le sol. Tant mieux. Le choc que la strige elle-même a subi en était d'autant plus fort. Ainsi, il aurait un peu plus de temps pour agir avant que la bête hideuse se remît du choc. Le sorceleur se demandait s'il aurait encore la force de fournir le même effort. L'action des élixirs diminuait et l'aube était encore loin. Il était hors de question que la strige retournât dans la crypte avant les premières lueurs de l'aurore. Sinon, tout le mal qu'il s'était donné n'aurait servi à rien. Il descendit l'escalier. La crypte n'était pas grande. Elle contenait 3 sarcophages de pierre. Le couvercle du premier à partir de l'entrée était à moitié écarté. Geralt sortit de son sein le 3e flacon. Il en but rapidement le contenu et pénétra dans le tombeau où il disparut. Comme il s'y attendait, c'était un double tombeau, pour la mère et pour la fille. Il tira le couvercle sur lui, seulement quand lui parvint d'en haut un nouveau rugissement de la strige. Il s'allongea sur le dos, à côté de la dépouille momifiée d'Ada, et traça sur l'intérieur du couvercle le signe d'Irden. Il posa sur sa poitrine son glaive et un minuscule sablier phosphorescent. Il croisa les mains. Il n'entendait plus les hurlements de la strige qui fouillait le manoir. D'une façon générale, il cessait petit à petit d'entendre, parce que le colchique et la chélidoine commençaient à agir. Quand Geralt ouvrit les yeux,
Le sable avait déjà coulé dans le vase inférieur du sablier, ce qui voulait dire que sa léthargie avait même été plus longue qu'elle l'aurait dû. Il tendit l'oreille, mais n'entendit rien. Ses sens fonctionnaient à nouveau normalement. Il empoigna son glaive, glissa la main sur le couvercle du sarcophage en murmurant une formule, à la suite de quoi il déplaça légèrement la dalle de quelques pouces. Aucun bruit. Il écarta davantage le couvercle, s'assit et aventura la tête à l'extérieur du tombeau, son arme prête à entrer en action. L'intérieur de la crypte était plongé dans l'obscurité, mais le sorceleur savait que dehors, le jour commençait à poindre. Il battit le briquet, alluma une petite lanterne miniature, la souleva en projetant des ombres fantastiques sur les murs de la crypte. Elle était déserte. Il s'extirpa non sans mal du sarcophage meurtri, engourdi, transi de froid. C'est alors qu'il l'aperçut. Elle gisait sur le dos, près du tombeau, nue, inconsciente. Elle était plutôt laide, toute menue, avec des petits seins pointus, sales. Ses cheveux, d'un roux fauve, lui descendaient presque jusqu'à la taille. Posant la lanterne sur la dalle, il s'agenouilla près de la fille et se pencha sur elle. Elle avait les lèvres pâles. Le coup qu'il lui avait asséné avait laissé un gros hématome sur ses pommettes. Geralt posa son glaive et retira son gant pour lui retrousser la lèvre supérieure sans plus de cérémonie. Elle avait des dents normales. Il chercha sa main plongée dans ses cheveux emmêlés. Il allait palper cette main quand il aperçut ses yeux ouverts. Trop tard. Elle lui agrippa le cou de ses griffes, en le lacérant en profondeur. Le sang de Geralt lui éclaboussa la figure. Elle poussa un hurlement, cherchant de son autre main à atteindre ses yeux. Il s'abattit sur elle, bloquant ses poignets des deux mains, la clouant au sol. Elle claqua les dents, à présent trop courtes devant le visage de Geralt. Il lui donna un coup de tête dans la figure, augmenta sa pression en l'étouffant. Elle n'avait plus la force qu'elle avait auparavant. Elle se démenait juste sous lui, hurlait en crachant du sang, son sang à lui, qui lui inondait la bouche. Le sang coulait à flots, le temps manquait. Le sorceleur poussa un juron et lui planta les dents dans le cou, juste sous l'oreille. Il serra les dents du plus fort qu'il put jusqu'à ce que les hurlements inhumains se transformèrent d'abord en cris aigus, désespérés, puis en gros sanglots. C'étaient les pleurs d'une jeune fille de 14 ans à qui on fait du mal. Dès qu'elle eut cessé de s'agiter, il la lâcha, se dressa sur les genoux, prit un morceau de toile dans une poche qui se trouvait sur sa manche et le pressa sur son cou. Il trouva son glaive à tâtons, appliqua la lame sur la gorge de la jeune fille inconsciente, se pencha sur sa main. La fille avait des ongles sales, cassés, ensanglantés, mais normaux. Tout à fait normaux. Le sorceleur se releva péniblement. Par l'entrée de la crypte se déversait déjà la grisaille moite du petit jour. Il se dirigea vers l'escalier, mais il vacilla et s'assit lourdement sur le sol. À travers la toile imprégnée, son sang coulait sur ses bras, dégouliné dans une manche. Il défit son pourpoint, arracha sa chemise, la décousit, y tailla des chiffons qu'il noua autour de son cou en sachant qu'il devait faire vite parce qu'il n'allait pas tarder à s'évanouir. Il y parvint. Puis, il s'évanouit. À Vizima, de l'autre côté du lac, un coq, hérissant ses plumes dans la fraîcheur de l'humidité, chanta, pour la 3e fois, d'une voix rauque. Il découvrit les murs blanchis à la chaux et les poutres du plafond de la petite pièce située au-dessus du corps de garde. Il remua la tête et se tordit de douleur. Il gémit. Son cou était couvert d'un épais bandage, solide, fait par une main experte. « Ne bouge pas, sorcier !» lui dit Vélérade. « Ne bouge pas, reste couché. » Mon glaive.
Oui, oui. La seule chose qui compte pour toi, c'est ton glaive en argent de sorceleur. Il est là, ne t'inquiète pas. Il y a ton glaive et ton coffret. Et les 3000 euros. Oui, oui, ne dis rien. Je suis un vieil imbécile, et toi, tu es un sorceleur intelligent. Foltest n'arrête pas de répéter ça depuis 2 jours. Eh oui, depuis 2 jours. Elle t'a bien tranché le coup. On voyait tout ce que tu as à l'intérieur. Tu as perdu beaucoup de sang. C'est une chance que nous ayons foncé jusqu'au manoir après le 3e chant du coq. À Vizima, cette nuit-là, personne n'a dormi. C'était impossible. Vous faisiez un vacarme invraisemblable. Je ne te fatigue pas avec mon bavardage? La princesse... La princesse, c'est comme toutes les princesses. Elle est maigre et un peu bébête. Elle pleure tout le temps et pisse au lit, mais Foltest dit qu'elle va changer. Je ne pense pas qu'elle change en pire. Hein, Geralt? Le sorceleur avait fermé les yeux. Bon, j'y vais. Vélérat se leva. Repose-toi. Geralt, avant que je m'en aille, dis-moi, pourquoi tu voulais la mordre? Hein? Geralt? Le sorceleur dormait.